Bonsoir, le nouveau code des investissements est enfin prêt et les opérateurs économiques l'attendaient de pied ferme, c'est le moins qu'on puisse dire. Le communiqué du Conseil des ministres parle de plusieurs points, entre autres l'amélioration du climat d'investissement, la garantie des conditions appropriées, la libération de l'esprit d'initiative, la diversification de l'économie nationale ou encore l'instauration d'une vision globale et stable. Comment concrétiser tout cela sur le terrain? C'est un peu la question qu'on tentera aujourd'hui de poser à nos invités que je vous présenterai dans un instant. L'administration, de manière générale, est souvent citée comme facteur bloquant avec ses innombrables exigences bureaucratiques. Comment faire pour limiter cette bureaucratie? Justement, la volonté politique, visiblement, y est. Nous poserons aussi la question à nos invités. Le 51-49, le CNI, la nouvelle mission et appellation de l'ANDI, la fiscalité, le foncier, l'histoire du guichet unique et bien d'autres points. Quelles seront les améliorations souhaitées par les acteurs économiques pour tout simplement faciliter l'acte d'investir, pour créer la richesse, créer de l'emploi, créer de la valeur ajoutée. L'émission de ce soir est intitulée « Code des investissements, les nouveautés 2022 ». Bienvenue dans Insight. Nos invités, Mostafa Zikara, directeur général de l'ANDI, l'Agence nationale de développement de l'investissement, qui changera d'appellation. On va revenir dans un instant sur ça. Bonsoir, Monsieur Zikara. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Adel Bensassi, président du Conseil national de concertation pour le développement des PME, petites et moyennes entreprises. Monsieur Bensassi, bonsoir. Bonsoir. C'est aussi un plaisir de vous recevoir. Et puis Nourdine Azouz, comme tous les mercredis, notre consultant. Mon cher Nourdine, bonsoir. Bonsoir, Ahmed. Le nouveau code des investissements, on l'attendait depuis le temps. Aujourd'hui, il est là. Que va-t-il changer concrètement? C'est la première question que je vous pose, Mostafa Zikara. Bon, concrètement, donc, ce code ambitionne de consacrer pleinement la liberté d'investissement, donc enlever toutes les entraves bureaucratiques et également donc recadrer un peu l'investissement vers les secteurs prioritaires définis préalablement par l'État et par le gouvernement et bien sûr donc assurer donc un accompagnement réel de l'investissement, chose qui n'a pas été faite jusqu'à maintenant dans les différents dispositifs antérieurs. On y reviendra dans le détail. Forcément. Adel Bensassi, vos premières impressions après l'adoption de ce nouveau code? Écoutez, je pense que ce nouveau code était attendu depuis longtemps. À mon avis, il faut commencer, parce que tout est perfectible. Ça reste la loi des hommes. On n'espère pas que tout va fonctionner à 100%, mais en tout cas, il y a des changements qui laissent présager de bonnes choses, et notamment la liberté d'investir et surtout libérer les initiatives, en espérant que la bureaucratie ne sera plus au rendez-vous cette fois-ci. Alors, on parle, c'est les observateurs qui le disent, moins d'interventionnisme de l'État. D'autres disent qu'au contraire, il y a un grand changement par rapport au passé à travers ce nouveau code. On se situe où aujourd'hui? Vous avez la parole, allez-y. Bon, allez-y. Non, je vous en prie. Donc, je dirais qu'effectivement, ce projet de code donc, consacre pleinement donc, le principe du non-interventionnisme de l'État, puisque toutes les règles sont définies préalablement et clairement affichées à travers soit les textes, soit donc, des plateformes électroniques, c'est-à-dire qu'on n'aura plus à attendre la décision de quiconque pour investir ou bien donc pour réaliser son investissement. Le code prévoit donc une série de grilles d'analyse qui vont permettre une automaticité dans le traitement des dossiers et bien sûr il y a eu également l'élimination donc d'un facteur qui a été les derniers temps disons un facteur bloquant. Donc le traitement des dossiers ne se fera plus par le Conseil national de l'investissement mais bel et bien par l'agence IDOAN, donc l'agence chargée de la promotion de l'investissement. D'accord. Pour Adel Bensassi? Oui, effectivement, c'est des points importants. Maintenant, il faut dire qu'il faut raisonner aussi en termes d'écosystème.
D'accord. Ce code de l'investissement est là pour cadrer, pour offrir un cadre légal qui soit des plus attrayants. Il ne faut pas oublier que l'Algérie est en compétition au niveau international, a une réelle opportunité en termes de relocalisation et ce code tombe à point nommé pour montrer qu'il y a une réelle volonté de l'Algérie d'être compétitive dans ce domaine. Et je tiens à dire que ce code qui va faciliter les investissements pour les entrepreneurs algériens, ça sera d'autant plus attrayant pour les investisseurs étrangers, puisque on doit s'assurer aussi que le cadre réglementaire ait une certaine stabilité, et ça c'est un point très important, et c'est la volonté du président de la République, on l'a très bien entendu. Maintenant, encore une fois, moi ce que je remarque au niveau des décentralisations, des bureaux du guichet unique, il y aura aussi réellement un contrôle de cette nouvelle agence des différents guichets. Parce qu'on a remarqué souvent que malheureusement certaines antennes décentralisées au niveau de l'ancienne agence ne jouaient pas toujours le jeu, or qu'ils ne se considéraient pas sous la responsabilité de l'agence, mais qu'ils étaient uniquement détachés, restaient donc avec la même mentalité, je dirais, un peu bureaucratique, n'est-ce pas? Et que donc, ça montrait les limites de ce modèle. Là, c'est plus la même chose. Pour moi, c'est un véritable changement profond. Il y a un changement de mentalité, mais il y a surtout un changement d'autorité. Et là, je pense que les indicateurs de performance vont nous montrer l'efficacité ou non de ce nouveau système. Alors, il y a plusieurs points, bien sûr. On va essayer de revenir sur chacun d'eux ce soir. Nourdine, oui. Soulagement général aujourd'hui, puisqu'on l'attendait, ce nouveau code. Soulagement, on ne sait pas encore, hein, parce que les réactions sont un peu contrastées. C'est vrai qu'il y a un accueil positif de la part des associations patronales, mais il y a au sein de ces associations patronales des avis qui restent encore empreints de prudence. Ce qu'on peut dire du projet de loi, parce que c'est encore au stade de projet, puisqu'il va être soumis à l'examen et à l'approbation de l'arc parlementaire, c'est que d'abord il s'inscrit dans une ambition affichée par le chef de l'État de faire de cette année 2022 l'année économique. C'est quelque chose de très important à rappeler pour mettre en évidence ce que viennent de dire Sizekara et c'est Bensassi. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que c'est un texte aussi qui participe, à mon avis, d'une double philosophie. La première, c'est de rattraper toutes les anomalies et les freins qui ont, passez-moi l'expression, qui ont pourri le parcours des opérateurs, des investisseurs pendant des années, pas avant 2016, hein, parce que là, ce texte-là corrige celui de 2016. Ça, c'est la première philosophie. Et vous êtes trop gentil en disant. Voilà, et la deuxième, c'est qu'il participe d'une ouverture envers l'investissement national, mais aussi envers l'investissement international. Cette ouverture est caractérisée par un certain nombre d'éléments qui viennent de citer. Moi, je retiendrai 3 ou 4. Le premier, c'est que l'acte d'investir est garanti et assumé comme quelque chose qui doit être défendu par l'État et ses instruments, y compris gouvernementaux, bien sûr. Deuxième élément, c'est débureaucratiser. C'est un chantier, comme tout le monde le sait, est très très lourd. Et là, c'est écrit noir sur blanc sur le marbre qu'il faut absolument s'attaquer à la bureaucratie et faire en sorte que l'acte d'investir, ne serait-ce que ne devienne pas un parcours du combattant ou à la limite un parcours de décisif. Troisième élément, c'est envoyer un signal d'assurance et de garantie à tous ceux qui sont intéressés par le marché algérien. Je parle des détenteurs de capitaux étrangers, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour qu'ils viennent investir dans notre pays parce qu'il y a des affaires à faire et de beaux projets à construire. Très bien. Alors, les points. D'abord, le CNI, Conseil national d'investissement. Alors, concrètement, on va comprendre quoi? Il va disparaître, ses rôles seront diminués. Que doit-on comprendre via cette décision, Moustapha Zikara? Alors, le CNI, donc, il revient à une mission uniquement de définition de la stratégie donc, gouvernementale en matière donc, de promotion de l'investissement, donc, et de définir un peu les priorités de l'État pour orienter l'investissement donc, et l'aide de l'État pour encourager l'investissement. Le CNI donc, n'aura plus à traiter, comme par le passé, des dossiers. Il servira à quoi, alors?
il va être donc voilà, donc il aura donc des évaluations donc à faire périodiquement et de la définition de la stratégie à soumettre donc à proposer Donc au plus de gouvernement. quitus comme avant. Non, plus de traitement de dossiers, plus de quitus, rien. Non. Le CNI n'interviendra plus dans la gestion des dossiers d'investissement, y compris donc en matière de traitement de convention comme par le passé. Adel Bensassi. Il était temps. Oui. Il était temps parce que c'est véritablement un drame ce qui s'est passé pendant ces dernières années. On a pu assister lors des assises sur la relance industrielle où le président de la République a clairement affiché les objectifs de faire passer notamment l'industrie de 6 à 15% du PIB. Sur place, il y a eu 460 projets qui représentent plusieurs milliers d'emplois qui ont été débloqués. Et chaque projet a été annoncé. Enfin, c'était des projets qui étaient prêts, donc déjà réalisés, qui n'attendaient qu'une autorisation pour démarrer. Dieu merci, les choses sont là. Maintenant, le CNI, tel qu'il est, nouvelle version, aura un rôle, j'imagine, consultatif, de concertation, de vision stratégique et, si c'est le cas, de chiffres. Et c'est intéressant d'avoir par la suite justement les résultats de la mise en place de ce nouveau code. D'accord. L'ANDI, on en parlait tout à l'heure, elle change de nom, elle deviendra l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, l'API. On a la primeur, comme par hasard. Mostafa Zikara est avec nous, je vais faire une mauvaise blague. Vous en serez toujours le directeur, monsieur Zikara. Moi, je suis fonctionnaire, donc j'assumerai mes fonctions là où je suis. Donc, c'est pas un problème. Donc, pour revenir un peu à cette agence, c'est vrai que, bon, pour comprendre un peu la réforme de l'agence, il faut d'abord voir ce que l'agence fait actuellement. L'agence actuellement est une simple agence d'enregistrement des investissements. C'est-à-dire qu'on reçoit des gens qui viennent, donc on les enregistre, on prend l'information. Ensuite, donc, on les met en contact avec les administrations concernées et avec le temps, ils disparaissent. Nous n'avons plus rien à voir. Si bien que vous avez constaté énormément de dossiers de projets réalisés, que ce soit à travers donc les dispositifs d'encouragement de l'ANDI ou autres, et qui sont restés lettres mortes, donc inexploitées en raison d'autorisation. Et des fois, donc, c'est des projets qui sont passés par l'agence et on n'avait aucun pouvoir de pouvoir aider ces gens-là à débloquer leur situation. Donc, le maximum qu'on pouvait faire, c'est de leur donner des prorogations de délai de réalisation pour ne pas les pénaliser, leur rappeler les avantages qu'ils ont pris, sans plus. Aujourd'hui, donc... avec les nouvelles prérogatives de cette nouvelle avec agence. les nouvelles prérogatives, donc l'agence va accompagner les investisseurs donc, à travers, disons, toutes les phases, y compris donc, là où on n'a vraiment aucune autorité, on sera au moins un instrument de suivi. Donc, est-ce qu'il a eu son crédit bancaire, pourquoi il ne l'a pas eu, on peut s'inquiéter, essayer de comprendre, faire remonter l'information aux décideurs, donc pour voir un peu comment l'obtention du terrain, le permis de construire. Aujourd'hui, donc on est juste spectateur. Voilà, donc ça c'est... Et on ira peut-être... bon, je reviendrai peut-être sur le sujet plus tard. Ce sera surtout la mise en place d'une plateforme donc, ou d'un portail de l'investisseur qui va jouer tout ce jeu de manière automatique, donc en donnant accès à toutes les administrations et permettre un peu un suivi de toutes les administrations à travers cette plateforme. Voilà, donc en gros, on peut revenir dans le détail par la suite. On peut que s'en réjouir, Adel Bensassi. Oui, tout à fait. Comme je disais précédemment, l'intérêt, c'est aussi d'avoir une autorité sur les antennes décentralisées, donc des différentes administrations qui ont causé des réels problèmes, l'obtention des permis de construire,
L'aspect financier est important. C'est vrai que l'accompagnement, parfois, fait défaut aux nouveaux investisseurs qui n'ont pas forcément le bon modèle. Parfois, le financement bancaire ne répond pas à tout. On a des compléments ajoutés, que ce soit à travers des fonds, des participations, etc. Donc, c'est aussi un rôle de coaching et d'accompagnement. Mais encore une fois, j'espère que cette agence aussi pourra être rattachée au niveau du Premier ministère, qui lui permettra d'avoir. Ça va être le cas, je pense. Oui, c'est l'orientation. C'est l'orientation, voilà. Très bien. Tout à fait. Donc c'est ce qui permettra aussi, puisque l'agence ne peut pas être rattachée à un seul ministère, puisqu'elle est plurisectorielle. On touche à tous les domaines, le tourisme, l'agriculture, l'industrie, la sidérurgie, l'électronique. Pas que l'industrie. Non, pas que l'industrie. Donc il est tout à fait légitime qu'elle soit directement liée au Premier ministère. Après, on parle encore une fois d'un écosystème à mettre en place. Il ne faudrait pas aussi que l'agence travaille en solo. Il y a des pépinières, il y a des centres d'aide au niveau local, au niveau de la wilaya. Il faut travailler aussi sur l'aspect régional, local, sur les avantages comparatifs des régions notamment. C'est sûr que produire tout, n'importe quoi partout, c'est pas intéressant. Et le système, pourquoi je parle de ça? Je parle de ça par rapport au système d'information économique. C'est-à-dire que le système de portail dont M. Zikar a parlé, ce qui est extraordinaire, permettra de gagner du temps et de lutter quand même, qu'on le veuille ou pas, contre une certaine bureaucratie, une lenteur. Et puis, il faut un système d'information économique qui permet de dire, attention, dans une région, vous allez avoir 50 concurrents sur un secteur donné en disant oui, mais sans pour autant interdire à la personne de orienter l'opérateur. Orienter en disant votre risque est majeur si vous risquez de vous retrouver dans un marché fortement concurrentiel. Parfait. Voilà. Pour Denazouz? Oui, je pense que l'orientation de rattacher l'agence au Premier ministère comme cabine de pilotage, c'est quelque chose qui va se concrétiser à mon avis, selon les échos qu'on a. Deuxième élément, c'est que... Vous avez beaucoup d'indiscrétions en ce moment, Denazouz. Vous êtes bien sourcé. Oui, parce que le débat, justement, est à dominante aujourd'hui politique. Et puis, les discussions autour du projet de loi sur l'investissement a libéré des voix et permet à nous journalistes d'avoir de temps à autre, comme ça, quelques indications intéressantes. Pour revenir à ce que disait M. Zikara sur la nouvelle configuration de l'agence, à mon avis, c'est quelque chose de très, très important. Parce qu'elle va devenir réellement un acteur de l'acte de promotion de l'investissement, chose qui n'existait pas auparavant. Et moi, j'aimerais, si tu permets, Ahmed, d'insister sur ce point-là. Elle va passer d'une caisse d'enregistrement à un acteur qui va faire, passez-moi l'expression, de l'interactivité avec les différents opérateurs. C'est très important parce que quand l'agence était une caisse d'enregistrement, il y a eu beaucoup de dégâts, notamment dans la formulation de l'information économique et sur l'investissement. L'agence, à l'époque, à chaque fin de cycle ou à chaque occasion de débat sur l'économie, assénait des chiffres. 100 opérateurs qui sont venus déposer leur projet d'investissement, 10 par là, une quinzaine par là, et sans se rendre compte, on a fini par intégrer ces informations-là, en fait, qui n'étaient parfois que des intentions d'investir, comme quelque chose qui participait de la dynamique. Et on se retrouvait en bout de course avec la découverte que l'investissement, ce n'était pas ce qu'on voulait, ni ça ne contribuait à l'ambition voulue, y compris par les pouvoirs publics que par les opérateurs. Là, aujourd'hui, ça va changer parce que l'agence va devenir un acteur et puis elle va avoir un regard sur le champ de l'investissement tel qu'il fonctionne, ses évolutions, quelles vont être ses orientations et quels vont être ses points dominants et autres. Et ça, c'est une configuration, je pense,
extrêmement importante et que je retiens parmi les points les plus importants de la nouvelle loi sur l'investissement. Vous voulez rebondir certainement, Moustapha Zikara? Je voulais juste ouvrir une anecdote et réagir un peu par rapport aux chiffres qu'on donne. Donc l'anecdote, ça m'est arrivé par le passé lorsque je suis arrivé au niveau de l'agence. Au début, dès que je vois un article dans la presse parler de problèmes dans l'investissement, donc je suis inquiet, j'ouvre le journal, je commence à la fin de la lecture, je me dis, c'est pas nous qui sommes en cause. Mais avec le temps, je me suis rendu compte, parce que tout simplement, on n'avait pas vraiment d'attribution. On était vraiment juste un bureau d'enregistrement des investissements. De l'autre côté, donc c'est vrai que les statistiques qu'on donne, ça ne reflète pas l'investissement en Algérie, parce qu'il n'y a pas que l'ANDI, l'investissement. Il y a des gens qui qui ont réalisé leur investissement sans passer par l'agence. De l'autre côté, vous avez les différents dispositifs qui, eux aussi, sont des projets d'investissement, mais qui ne sont pas enregistrés chez nous, que ce soit au niveau de la NAD, au niveau de la CNAC, etc. Et troisième chose, je vais vous choquer, quand on fait l'analyse un peu sur 20 ans, donc le nombre de dossiers d'investissement qui a été enregistré, en fait, on a eu un taux de mortalité, si j'ose dire, de 60%. 60%. 60%. Donc 60% de projets n'ont pas été soit entamés, soit achevés. Donc ça c'est. Et quand je dis 60%, il y a des projets qui ont été partiellement réalisés et qui sont comptabilisés dans les 40, pas dans les 60. Voilà, D'accord. Voilà. Autre point abordé et souvent mentionné dans ce nouveau code des investissements, le fameux guichet unique. Et là, on se pose plein de questions. Alors, est-ce que finalement, il est si unique que cela? À quoi il va servir, Adel Bensassi? Oui, on est très jeu de mots ce soir. Oui, je vois ça, très taquin. Unique il l'est, unique il le sera, mais après, c'est à mon avis sur l'efficacité qu'il faut juger. Bien sûr que, voilà, je partage avec vous mon expérience en tant que pluri-investisseur, donc serial entrepreneur, pour avoir eu à traiter avec l'agence. Malheureusement, ce guichet unique a montré ses limites parce que, je dépose le nom de l'entreprise, mais après, il faut que j'aille au CNRC pour continuer à faire tout. Donc du coup, c'est plus un guichet unique. Donc finalement, les personnes qui sont au niveau de l'agence sont très limitées d'abord en termes d'attribution, et même le rôle, on voit que, c'était pas fait, on va dire, dans les meilleures conditions. C'est-à-dire, si on centralise tout au même endroit, on risque d'avoir peut-être l'effet inverse. Non, écoutez, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a déjà une expérience qui a été capitalisée. Le fait d'avoir un guichet unique n'est pas un mal en soi, du tout. Je pense que l'amélioration de ce guichet unique vient du fait justement d'avoir une certaine autorité sur les bureaux décentralisés au niveau de ce guichet unique. Si on a un guichet unique et qu'on doit aller se déplacer et aux impôts, et au CNRC, et à la... Autant ne pas le faire. C'est plus un guichet unique. Donc là, encore une fois, M. Zikara a parler d'un taux de mortalité. Ça, c'est, à mon sens, l'indicateur de performance qui doit nous permettre de savoir est-ce que ce guichet unique est efficace ou pas. Pourquoi ? Un projet mort-né ou un projet qui a périclité, il y a des raisons. C'est vrai que l'ANDI n'est pas responsable de l'échec de toutes les entreprises, de tous les projets mais effectivement que quand même, je pense que limiter les dégâts, ce serait aussi par le conseil, par l'accompagnement et surtout, faciliter, débureaucratiser. Les gens n'ont pas le temps. Sincèrement, il y a un problème de confiance aussi. Pourquoi vous disiez tout à l'heure, et très justement, les gens ne croient plus. Il y a 3 ans, on croyait qu'en Algérie, voilà, la crise, le Covid est arrivé par la suite, et puis on s'est dit, mais enfin, on a beaucoup de voix qui ont dit, oh là là, ça y est, on est perdu, on va finir comme le Venezuela. Non, je suis désolé, la preuve en est, on est là. Donc, effectivement, ce code de l'investissement est aussi un outil qui va permettre de ressortir de cette période un peu morose. Moi, je vais vous dire en tant qu'investisseur que la situation est en train de changer. Pourquoi ? Un des leviers majeurs de l'investissement, c'est le marché. Le marché. N'investissez pas là où il n'y a pas de marché.
L'Algérie est un marché, qu'on le veuille ou pas. Preuve en est, les volumes d'importation sont colossaux pour les biens et services liés et ainsi de suite. Donc, les marchés sont là. L'État a clairement dit « nous voulons faire du contenu local, véritable priorité pour les grands donneurs d'ordre ». Donc, je vous dis, je reviens d'une rencontre il n'y a pas plus d'1 heure avec des investisseurs dans le secteur du oil and gas. Et pourquoi ? Parce que Sonatrach dit maintenant on veut du contenu local. Pas parce que, oui, on aime l'Algérie, on est tous nationalistes, mais parce qu'elle a compris l'intérêt d'avoir tout un écosystème autour d'elle de fournisseurs fiables et qui soient localement implantés, parce qu'on a vu qu'avec la crise Covid, avec les événements qui sont en train de se passer en Ukraine, les chaînes d'approvisionnement sont fortement perturbées et on doit avoir absolument un minimum de choses. Alors, bien sûr que ce code d'investissement, cette nouvelle agence, plus on va faciliter les choses, plus l'investisseur va non seulement s'intéresser au marché algérien, mais n'oubliez pas que vous avez la nouvelle route vers la Mauritanie, la ZLECAf, la Libye à côté, tout ça, ce sont des marchés, parce qu'on est actuellement, qu'on le veuille ou pas, dans un système globalisé. On ne peut plus, même en tant que PME, réfléchir localement. Gaël-Mon Marché me suffit. C'est la meilleure façon de péricliter. C'est 5 ans, 10 ans, et puis après, on ne voit plus rien. Donc, cette visibilité, elle y est. On a un gros avantage à jouer, et je pense que là, on est sur la bonne voie. Juste une précision, si tu permets, Ahmed, concernant les dispositions du projet de loi sur les guichets. Le texte prévoit 2 sortes de guichets uniques. Un premier qui sera consacré aux grands projets structurants et qui sont, il ne faut pas se le cacher, la grande priorité aujourd'hui des pouvoirs publics et de l'État. Et puis un autre qui sera consacré et réservé à l'investissement local. Donc moi je pense qu'il faut faire table rase du passé et des anomalies qu'on a connues. Simplement il faut être vigilant pour qu'il n'y ait pas 2 poids 2 mesures, selon que l'on s'adresse au premier guichet qui concerne la prise en charge des grands projets, ou selon qu'on s'adresse au second guichet qui prend en charge ce qu'on appelle l'investissement local, qu'il va falloir d'ailleurs plutôt définir dans le sens de mieux le défendre. Donc c'est ça l'inquiétude. Il ne faudrait pas que le guichet qui sera consacré à l'investissement local reprenne un petit peu les travers et les anomalies qu'on est en train aujourd'hui de dénoncer à juste titre et sans charger personne. Alors, Moustapha Zikar, ce guichet unique. C'est vrai que le projet de loi distingue entre le guichet local et le guichet national réservé donc, aux grands projets et aux investissements directs étrangers également. Donc, pourquoi en fait un guichet dédié aux grands projets ? Parce que honnêtement, les priorités, les contraintes donc, que rencontrent les grands projets ou bien le traitement d'un dossier d'un étranger ne sont pas les mêmes que les dossiers donc, des petits investissements locaux. Donc on a distingué. Donc pour les petits investissements, on a laissé pour l'instant les différents guichets s'en occuper, mais reformulés. Mais de l'autre côté, donc bien sûr, il y a ce guichet qui va accompagner les grands projets, donc de la création de la société jusqu'au démarrage de l'activité, et un traitement particulier pour ce qui est des investissements étrangers. Maintenant, ce que je voulais préciser, c'est par rapport au portail de l'investisseur. Ce qu'on ambitionne à travers ce portail, et j'en profite pour saluer les efforts qui ont été déployés jusqu'à maintenant par le CETIC, donc qui a fait l'étude, et le ADN qui est en train donc de nous accompagner dans la mise en œuvre de ce portail. Donc il y aura donc un premier portail donc qui sera opérationnel, Inch'Allah, le 30 juin, selon les orientations donc de Monsieur le Premier ministre. Donc peut-être pas avec toutes les fonctionnalités, mais on ouvrira le portail le 30 juin. Donc, mais le portail ambitionne, disons, d'automatiser toutes les tâches de l'agence, de manière, hormis le cas du guichet des grands projets, où il faudra peut-être des traitements spécifiques. Pour le reste, ce sera le portail qui va tout faire. Les guichets deviendront de simples guichets d'accompagnement, mais ce n'est plus des guichets décisionnels qui décident un peu de qui investir ou non. Voilà donc comment ça va fonctionner. Et ce portail donc se veut donc
vraiment donc, une plateforme donc, qui va accompagner l'investisseur de la création de la société jusqu'à la fourniture d'informations nécessaires à la prise de décision au plus haut niveau de l'État. D'accord. Voilà. Alors, le temps passe vite, hein, il reste une vingtaine de minutes, il y a encore beaucoup de points. On va essayer de faire assez vite pour pouvoir aborder le tout. Le temps, puisque je parle du temps. Alors, oui. le temps. Les délais de traitement, souvent on les traite de long. Ça va se passer comment maintenant si l'opérateur n'a pas de réponse au bout d'un temps précis? Est-ce que la numérisation devrait accélérer le processus, Ezekiel. La numérisation devrait accélérer le processus et de raccourcir les délais. Actuellement, on est censé faire l'enregistrement séance tenante. Il y a des contraintes qui sont venues grever. Donc, le CNI, à l'époque, avait décidé qu'un investisseur qui vient s'enregistrer ne doit pas avoir de dette fiscale, de dette au niveau de la sécurité sociale, donc de la CNAS, et également ne pas être inscrit sur le fichier fraudeur. Donc, ces vérifications, malheureusement, nécessitent du temps. Nous sommes en train d'essayer, avec les administrations concernées, de les automatiser. Mais si l'intéressé n'a pas de problème, donc il est à jour de ses dettes fiscales et sociales, et il n'est pas inscrit sur le fichier fraudeur, l'enregistrement se fait séance tenante. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais souvent, il y a des opérateurs qui n'ont aucune réponse, donc ils ne savent plus à quel sens se vouer. Écoutez, bon, ça, on a parlé de bureaucratie, et il y a pas mal de choses. Bon, le meilleur exemple que je peux citer, c'est, j'en ai parlé, la bureaucratie institutionnelle. Donc, vous avez des formulaires sur lesquels c'est inscrit signature légalisée. Donc, vous êtes obligé d'aller légaliser vos signatures. Votre propre signature. Même si on met un représentant de la commune dans le guichet pour légaliser, n'empêche que c'est une formalité, donc qui est là présente. Aujourd'hui, on demande une photocopie d'une carte d'identité biométrique. On ne comprend pas du coup pourquoi les biométriques. Donc ça, c'est des choses qui doivent disparaître. On ne peut pas continuer. Et pourtant, ça continue. Pourtant, ça continue. Donc demain, vous venez, c'est moi-même qui va vous demander de faire la copie de votre pièce d'identité, la copie de votre CNRC, alors que normalement, les simples numéros suffisent. Aucune faveur. Aucune faveur. Donc, je disais donc, tout ça. Donc, maintenant, ces délais, on devrait, avec la plateforme, tous les sauter. C'est-à-dire que ça doit se faire en instantané. On n'a plus besoin. Mais il y a une autre préoccupation, et il faudra qu'on l'assume, c'est qu'il faudra passer d'un contrôle a priori à un contrôle a posteriori. Voilà, donc aujourd'hui, nous faisons beaucoup de contrôles a priori, donc nous diabolisons tout le monde, donc il faudra qu'on change un peu de logique. Mais être, entre guillemets, sans pitié avec ceux qu'on constate par la suite qui ont fraudé. Parfait. Adel Bensassi, pour le temps. Ça rejoint très bien ce qu'avait dit M. le Président. Il n'y a pas de raison que les bons payent pour les mauvais. Certes que, il y a une vérification à faire. Le temps nécessite des moyens, de la ressource humaine. En fait, la plus grande difficulté, je pense, c'est d'avoir cette ressource humaine qui va permettre de donner tous ces moyens à cette nouvelle agence. Bien sûr que la digitalisation est un point essentiel, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la débureaucratisation, effectivement, mais derrière, si on veut véritablement un accompagnement, il faut une équipe qui soit là il faut des moyens. Ça va, Zika. Je rajouterai également que le président a été très formel lors du dernier Conseil des ministres en décidant la création d'une instance donc, de recours placée au niveau de la présidence de la République et composée donc, d'experts et de magistrats. Donc là, c'est... Et en plus de ça, je ne crois pas dévoiler des secrets en vous disant qu'il a instruit également donc, le gouvernement de mettre en place donc, un dispositif de sanctions à l'égard donc, des pratiques bureaucratiques exemplaires, des sanctions exemplaires, et qui pourraient donner lieu probablement à la révision même du code pénal en la matière. Alors, on parle d'investissement, on pense aux IDE. La règle du 51-49, je vous pose la question, elle devient quoi ? Parle-t-on toujours de ces secteurs dits stratégiques ? C'est encore pas tout à fait clair pour le 51-49, notamment pour les investisseurs étrangers qui veulent venir chez nous. Si je peux dire quelque chose sur le sujet.
Le 51-49 n'était pas la raison majeure du blocage des investissements directs étrangers pour les partenaires. C'était surtout les instabilités réglementaires et légales. C'est-à-dire que loi complémentaire, loi puis rebelote et on ne sait plus où on va. Alors que là, je pense que la politique est claire, très claire. On parlait de stabilité du texte, d'accord ? On parlait de réglementation et surtout de leur application. C'est-à-dire que bon, faire un texte qui n'est pas appliqué est une problématique, ne pas avoir de recours était une autre problématique. Je pense qu'il y a eu une véritable évolution depuis 2 ans. N'oubliez pas qu'il y a aussi les représentants du président de la République à chaque wilaya qui sont là aussi pour faciliter des choses et débloquer en priorité les investissements justement. Le médiateur. Le médiateur, voilà, ça, absolument. Qui a des représentants ça a été quand même, c'est wilayas. pas la moindre des choses. Beaucoup de dossiers ont été remontés, ont permis de, voilà. Pour le 51-49, d'autres pays le font. Donc c'est pas un mal en soi. Maintenant, le signal est d'autant plus positif en disant c'est fini. Maintenant, les investisseurs qui voudraient venir s'implanter n'auront pas besoin de l'obligation d'avoir un partenaire local. Pour autant, beaucoup, encore une fois, si je dois parler du secteur des hydrocarbures, considèrent qu'avoir un partenaire local, stratégiquement, c'est important. D'accord ? Après, sur les secteurs, c'est du domaine régalien de l'État de décider, mais par contre de bien identifier, de bien cadrer, que ce soit listé et non pas laissé à l'appréciation. Annoncer la couleur et être clair. Certainement, voilà. Faut être clair dès le départ. Moustapha Zikara. Non, je pense qu'actuellement, je dirais que les textes sont assez clairs, puisqu'il y a eu une première disposition dans le cadre de la loi de finances complémentaire pour 2020 qui a été amendée. Aujourd'hui, nous avons donc 2 secteurs, disons. Nous avons tout ce qui est importation de matières premières, de produits et de marchandises destinés à la revente en l'état qui exige donc la mise en conformité au 51-49. Donc il faudra donc et en plus donc quelques secteurs stratégiques dont la liste a été clairement définie par des codes d'activité donc qui ont été publiés au journal officiel en 2011 donc qui sont là. Nous avons à peu près un peu plus qu'une vingtaine donc de codes d'activité clairement définis où il faudra être au 51-49. Pour le reste, tout est libre. Voilà. Très bien. Je ne peux m'empêcher de vous poser la question sur la fiscalité, Moustapha Zikara. Pourquoi ? Vous avez été pendant une bonne trentaine d'années à la législation fiscale à la DGI, la Direction Générale des Impôts. Peut-on comprendre à travers ce nouveau code moins de pression et plus d'élargissement de l'assiette, concrètement ? Écoutez, bon, le dispositif, disons, d'incitation est resté peut-être pas aussi important que certains le souhaitaient, mais nous avons toujours des incitations donc, qui figurent dans le code. Donc il y a pas mal donc, d'experts, même de fonctionnaires, qui s'élèvent un peu contre les incitations fiscales en avançant l'argument comme quoi l'incitation fiscale n'est pas un critère déterminant dans le choix de l'investissement. Je dirais oui et non. Donc, et je le balancerai donc à la réflexion quelques idées. Donc je vous poserai la question, pourquoi, lorsqu'on négocie une convention de non-double imposition, les pays, disons, développés principalement de l'OCDE, refusent la clause du crédit d'impôt fictif, donc qui nous permet d'éviter de transférer l'avantage, disons, vers le trésor de l'autre État, au lieu que ce soit vers l'investisseur. De l'autre côté, vous avez donc tous les cabinets étrangers investissent dans la formation de leurs agents pour faire de l'optimisation fiscale. Et enfin, je dirais que même si on parle comme quoi l'incitation fiscale n'est pas importante, je me suis amusé à essayer de décortiquer les lois d'investissement des autres États, donc qui sont donc d'un niveau similaire
de développement que l'Algérie, tous contiennent des dispositions donc d'incitation fiscale. Donc on devrait se poser la question. Et l'élargissement de l'assiette pour que tout le monde puisse payer, pour qu'il y ait moins de pression sur ceux qui payent le plus. Écoutez, l'élargissement de l'assiette, c'est le problème de l'inclusion, disons, de l'informel. Lorsqu'on réussira à inclure l'informel avec plus de crédibilité donc, de notre démarche, donc là, je dirais qu'on pourra vraiment élargir l'assiette fiscale. Mais ce n'est pas avec des contraintes... Adel Bensassi ? Vous avez tout à fait raison. La crédibilité et la confiance. En fait, l'inclusion fiscale est un thème très important pour nous, opérateurs économiques du secteur formel, puisqu'il y a une certaine injustice. Mais il ne faut pas oublier aussi que, malheureusement, le contrôle fiscal est encore considéré comme une punition. Donc cette injustice doit être... on doit travailler là-dessus, sur ces points-là. Ça doit être une formalité en principe. Non, pas une... c'est une formalité, certes, mais qui ne doit pas déboucher sur la mise à mort de l'entreprise. Ça, c'est un point. La deuxième des choses, l'inclusion fiscale est un grand débat. Je pense qu'il faudrait plus d'une émission pour en discuter. Mais en tous les cas, sur les incitations fiscales, encore une fois, n'oublions pas que nous ne sommes pas tout seuls. Il y a 54 pays sur le continent qui sont prêts à recevoir des idées, que l'Algérie doit avoir non seulement un cadre attrayant, mais aussi des incitations fiscales qui permettent de dire oui, effectivement, nous sommes en tout cas à un niveau similaire, si ce n'est meilleur que celui des pays de la région. Mais pour moi, l'investisseur ou l'argent n'a pas d'odeur, si vous voulez. Un investisseur est un investisseur. Donc, tout ce travail qui est en train d'être fait pour faciliter l'investissement, si les Algériens adhèrent, les étrangers adhèrent aussi, c'est tout à fait normal. Comprenez bien que en trouvant un cadre qui va véritablement faciliter les choses, une débureaucratisation, une justesse et une justice dans l'application il y a un véritable travail, je vais vous dire. Moi, le fond de ma pensée, c'est qu'il y a un travail de mentalité à faire. D'accord ? Quand on parlait de confiance, il y a aussi un travail de dialogue à faire. Avec nos opérateurs. Entre opérateurs, toutes les administrations, moi je pense qu'il faut véritablement s'asseoir autour de la table et discuter et se concerter. Parce que je ne doute pas des volontés des uns et des autres. Choquons un peu. Oui. Le privé est un peu diabolisé, il continue d'être diabolisé, il faudrait peut-être changer une bonne fois pour Je vais vous donner cette mentalité. un exemple. Il n'y a pas que les entreprises publiques dans ce pays, il y a aussi les entreprises privées. Mais le président de la République en a parlé. C'est Pareto, c'est le 80-20. Il ne faudrait pas que les 80% qui travaillent dans la légalité payent pour une minorité qui contourne les lois. On l'a vu en 2009 quand il y a eu l'interdiction, par exemple, du matériel usagé, alors que on était en pleine crise des subprimes, c'est que vous aviez des milliers d'entreprises qui se vendaient à l'euro ou au dollar symbolique. On n'a pas saisi l'opportunité à l'époque. On a été tétanisé d'un seul coup en disant mais attendez, tous les pays de la région sont en train de profiter, mais alors à des prix mais symboliques de tout ça, et parce qu'il y a eu de fraude. Moi, attention, encore une fois, la punition collective ne doit plus être de rigueur, tout à fait. Voilà. D'accord, mais ça va, Zikara. Je crois qu'il a tout dit. Sur cette diabolisation du privé, peut-être. D'abord, souligner le fait que la question de la fiscalité va accompagner durablement le débat sur le projet de loi. Ça, c'est important. Pour la simple raison, et là, c'est une interrogation que je vais soumettre à chez Mustafa, pour la simple raison qu'il y a une demande patronale sur certaines dispositions. Ramener par exemple l'IBS à 20% ou suppression de la TAP, qu'est-ce que vous en pensez ? Là, vous titillez de fiscalistes et je vous assure qu'il y a de quoi faire 1 heure d'émission sur ce point. Alors, pour la TAP, j'en ai déjà parlé une fois lors d'une rencontre à l'Horacie. Donc, il faudra tôt ou tard réfléchir à changer complètement cet impôt. Même si on l'a diminué cette année encore un peu. Même si on le diminue encore, il restera un impôt colonial qui a été créé en 1936 et qui est toujours en vigueur en 2022. Donc, voilà. Le taux de l'IBS, on finira rassurément par le supprimer. Un peu on finira par la supprimer. Oui, la bien sûr. Bien sûr.
Voilà, donc en principe, on devrait s'orienter vers ça tout en réfléchissant sur une fiscalité locale suffisante et durable. Voilà, donc, et pour l'IBS? Voilà, pour l'IBS, je dirais que là, ça dépendra un peu des besoins en financement de l'État. Donc, il devra arriver à financer, donc la fiscalité ordinaire devra tôt ou tard à financer au moins le budget de fonctionnement de l'État. Donc on ne devrait pas continuer à financer notre budget de fonctionnement sur les recettes pétrolières. Donc là, c'est très clair. Adel Bensassi, un commentaire là-dessus? Oui, bien sûr. Puis on va rebondir sur l'élargissement de l'assiette fiscale, mais d'une manière différente cette fois-ci. On parlait de l'inclusion du secteur informel, mais il y a aussi le développement de l'investissement. Puisque plus il y aura d'entreprises, plus l'assiette fiscale va s'élargir. Et puis il y a aussi des attentes. Les attentes du patronat, et vous en parliez très justement, il faudrait qu'on définisse aussi les attentes de l'État. Je pense que c'est du donnant-donnant. D'accord ? La création de richesses doit être partagée. La création d'emplois est un enjeu social et sociétal, puisque c'est un outil d'inclusion très important. D'accord ? Et il faudrait que chacun trouve son compte. Encore une fois, moi je pense qu'il y a tout intérêt à se mettre autour de la table. Nous avions fait une proposition là-dessus justement, d'exemption et d'exonération totale des droits de douane et de TVA pour les entreprises productrices en Algérie et une augmentation de la TVA par contre pour les produits vendus. Ce qui, à un point ou deux, ne sera pas forcément douloureux, mais permettrait de récupérer ce qui aurait été donné par l'État. La TVA, bien sûr, c'est le client final qui la paye, effectivement, pour l'entreprise, c'est récupérable, et aussi, ça va fortement encourager les entreprises à aller vers l'exportation. C'est une des propositions que nous avions formulées et qui peut être discutée. Bien sûr, on n'est pas en disant, voilà, c'est ça, sinon ça ne va pas, mais encore une fois, il faudrait qu'il y ait véritablement une concertation, et non pas pour une rencontre une fois par an, mais avec un mécanisme annuel, pluriannuel, qui permette justement, parce que, encore une fois, pour moi, l'écosystème travaille pour l'Algérie, que ce soit le secteur public, le secteur privé, l'administration. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à faire un nivellement par le haut et qu'on comprenne réellement que la réussite des uns, c'est la réussite des autres, et que si on n'y arrive pas tous ensemble, on n'y arrivera pas chacun de notre côté. Voilà. La toute dernière question que je vous pose, ça passe vite, hein, il reste à peine 4 minutes. Une nouvelle loi promulguée en Algérie, toute nouvelle loi en tous les cas, est souvent confrontée au problème des textes d'application. Alors, ces textes, d'un côté, ils arrivent toujours, ils tardent à venir. Une fois qu'ils sont là, ils sont très mal interprétés. C'est des agents de l'administration qui les interprètent à leur guise. Ça diffère d'une région à une autre. Alors comment faire en sorte que ce nouveau code des investissements, c'est vrai que c'est une question difficile que je vous pose, vous en rigolez, ne subit pas ou ne connaît pas ce sort? Parce que c'est bien beau d'avoir un nouveau code, une nouvelle loi, mais pas applicable dans 10 ans. Écoutez, les directives sont très claires, donc si vous essayez de me joindre ces jours-ci, donc vous trouverez que je suis difficilement joignable. Moi, je suis arrivé à vous joindre et à vous inviter. Voilà, donc là, en passant j'ai remué ciel et terre. En passant par un email. Pour vous avoir. Donc, je voulais juste attirer l'attention que des orientations très très précises donc, nous ont été données, donc, que ce soit par le président de la République ou par le Premier ministre. Et on ambitionne de publier tous les textes réglementaires d'application du Code des investissements dans le même géo que la loi elle-même. D'accord. Donc déjà au moins une publication des textes. Voilà, donc dans tous les textes, voilà, dans les plus brefs délais. Maintenant, pour l'application, pour uniformiser l'application, donc là, en parlant de plateforme, donc avec des procédures assez claires, donc il y aura des notes de procédures assez claires pour essayer d'uniformiser donc l'application à travers tout le territoire national. Adel Bensassi, c'est un problème que vous avez confronté certainement. Effectivement, c'est sûr que bon. On a eu cette problématique, notamment pour le soutien des entreprises en difficulté. Moi, je ne vous cache pas, moi, depuis Gigel, j'appelle un ami à Oran, enfin, qui me dit, écoute, c'est pas comme comment ça se nous. passe chez vous? Je dis, moi, très bien. Il me dit, moi, rien du tout. Bon, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, au-delà des textes d'application, puisqu'on en parlait dans la nouvelle Constitution, M. Goudjil en a aussi parlé en rappelant aussi l'impératif
démarche de faire sortir les textes avec leurs textes d'application, mais s'il n'y a pas de notes explicative, ça restera de l'interprétation et on risque de retomber dans les travers du passé. Sauf que je pourrais parler de l'utilisation des espaces intermédiaires par la société civile et dont les investisseurs font partie. Il faut se défendre. Nous avons les moyens, nous avons une législation qui est favorable aux investisseurs et nous n'avons plus à subir les dictates des bureaucrates. Donc ça, c'est un changement qui est très important et c'est aussi un changement qui doit venir du bas vers le haut et pas seulement uniquement attendre. L'État des fois, c'est un petit agent qui vous mais là, c'est plus possible. Tout, hein. Là, on a vu que avec les plateformes si le petit numériques. agent s'y met, je pense que c'est lui qui fera le premier exemple des instructions du président. C'est clair. C'est clair. Je pense que là, il n'y a plus de hasard. Et avec les plateformes numériques, vous pensez que les choses seront plus simples en tous les cas? Bien sûr que les plateformes moins d'intervention. D'abord, moins d'intervention, puis surtout le temps, encore une fois. On va se déplacer pour remplir un document, légaliser je ne sais quoi, etc. Encore une fois, pour moi, je crois au changement, pas parce que je suis un rêveur, parce que c'est un impératif pour l'Algérie. D'accord ? Nous devons absolument reprendre notre place de leader stratégique régional et dans le concert des nations. Donc là, encore une fois, cette loi, elle sera perfectible, elle n'est pas parfaite, mais en tous les cas, l'environnement dans lequel elle a été proposée, il est très, très, très positif. Je vous laisse conclure. Vous nous avez fait l'honneur d'être là, même si vous êtes sollicité un peu partout. Dernier mot, Moustapha Zikara. Alors, je dirais que ça dépendra un peu de notre volonté. Donc, si nous voulons vraiment changer, qu'importe les textes, donc c'est vrai que la stabilité des textes est importante, mais quand on veut trouver des solutions, on trouve des solutions. Maintenant, quand on veut bloquer, il n'y a rien à faire contre ces gens-là. Je pense que le président de la République a fait passer le message à travers, donc, notamment la création de cette instance, donc, au niveau de la présidence elle-même, mais ça restera toujours, donc il faudra tôt ou tard qu'on révolutionne un peu les esprits, et ça c'est primordial. Et je pense que la plateforme numérique devrait apporter beaucoup à ce changement de comportement. On l'espère. Merci beaucoup, Moustapha Zikara, directeur général de l'ANDI, actuellement, mais bientôt nouvelle appellation. Peut-être qu'on vous réinvitera pour en parler d'ici là, une fois que vous allez avoir des prérogatives beaucoup plus claires. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en tous les cas. Adel Bensassi, président du Conseil national de concertation pour le développement des PME, qui est venu de Constantine, qui a fait la route aujourd'hui. Merci d'avoir fait tous ces kilomètres. Ravi. Et bien sûr, Nordine Azouz, notre consultant tous les mercredis soirs. Merci Nordine. Merci Ahmed. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.